Scénariste d'Amazing Spider-Man, le succès du retour de Witchblade, Hellboy 4 au cinéma et une campagne de financement participatif sur Ulule pour une VF qu'il ne faut pas manquer. Bienvenue dans l'Actu Comics, votre émission 100% comics qui vous raconte toutes les dernières actus du monde des comics en France, vu de notre hexagone dans lequel il se passe toujours des choses. Nous avons appris dans un tweet qui a reproduit une annonce faite par Marvel, partie certainement trop tôt, que Joe Kelly, scénariste de Deadpool et de Spider-Man Deadpool, allait devenir le nouveau scénariste de la série phare Amazing Spider-Man. Nous apprenions il y a quelques jours que Zeb Wells, le scénariste actuel qui a lancé son run avec John Romita Jr. et qui a vu un nombre de dessinateurs le rejoindre comme Todd Nock ou Ed McGuinness, il va quitter la série. Il a fait plus de 50 numéros, le 52 est là, il est sorti. 52e numéro de la série de Zeb Wells. Ça c'est le 51, le 52 il est quelque part, le 50 est ici, 52 numéros pour un scénariste très controversé, puisque son run, comme celui de Nick Spencer, n'a pas séduit le grand public. Au bout de 50 numéros, la série s'essouffle. Elle va certainement bénéficier d'un relaunch à l'automne. Est-ce que nous aurons des épisodes de transition comme le Spider-Man Beyond qui avait fait le pont entre le run de Nick Spencer et celui de Zeb Wells? L'histoire le dira. Ce qui est quasiment sûr, c'est que nous aurons un nouveau numéro 1, que c'est donc Joe Kelly qui va scénariser et qu'il y aura certainement une cinquantaine de variantes cover pour relancer la série. À chaque nouvel auteur, une nouvelle saison, et on l'espère, les coups des franches et une liberté totale pour un scénariste qui est reconnu. Ce n'est pas une prise de risque, c'est un très bon artisan, c'est quelqu'un qui est là depuis longtemps. C'est quelqu'un qui n'a pas besoin des comics pour vivre, puisqu'il a créé, vous le savez, avec son studio Man of Action, la série Ben 10, et qu'il y a eu un nombre incalculable de séries, de rediffusions et de reruns sur cette série, et il prend les comics comme sa première passion. Et il est toujours content de revenir scénariser des choses, et ça fait plaisir. Actuellement, Joe Kelly scénarise le Deadpool Wolverine World War 3, et il a fait il y a quelques années déjà, c'est en 2016, rendez-vous compte, le Spider-Man Deadpool, tout dessiné par Ed McGuinness également, qui mettait en scène Spider-Man déjà, et Deadpool qu'il avait déjà scénarisé, puisque souvenez-vous, avec Ed McGuinness, ils avaient ensemble lancé la première série régulière qui est actuellement éditée dans les intégrales Panini. Donc c'est une formidable nouvelle. On espère qu'il aura la liberté de ton et qu'il pourra raconter de bonnes histoires, et on espère qu'il aura aussi un pool de dessinateurs intéressant. Moi j'aimerais le voir travailler avec Ed McGuinness, mais Ed McGuinness est déjà actuellement le dessinateur de la série avec Todd Nock, il se partage les pages en ce moment. Moi je trouve que il fait un travail formidable, Ed McGuinness, et c'est quasiment que pour ça que j'achète aujourd'hui Amazing Spider-Man en version originale, en sachant que chaque numéro me coûte quand même 5 € pour 22 pages de bande dessinée. C'est toujours assez frustrant, mais quand c'est il y en a, ils achètent des paquets de cigarettes à 10 €, moi j'achète des comics à 5. Chacun sa drogue, comme dirait l'autre. Moi j'aurais aimé voir renaître ce duo incroyable de Joe Kelly et Ed McGuinness, qui a fait des merveilles sur Deadpool, puis sur cette série Spider-Man Deadpool. Je pense que pour pouvoir différencier les séries et peut-être casser la monotonie ou l'usure qu'il peut y avoir de la série Spider-Man, Marvel ira vers un autre dessinateur que nous découvrirons quand l'annonce officielle sera faite. Pour l'heure, on se réjouit de l'arrivée de Joe Kelly et on attend les prochaines informations avec impatience. On parlait de Witchblade dans les titres, sachez que il a été annoncé par Topco et Image Comics que le premier numéro, qui bénéficie déjà d'une dizaine de variantes cover, dont une magnifique de J. Scott Campbell et une autre de Bill Sienkiewicz qui n'est pas piqué des verres, sachez que
cette série culmine déjà, alors qu'elle n'est pas encore sortie, à 80 000 exemplaires. Ça faisait longtemps que Topco n'avait pas connu les sommets. Ça faisait longtemps que Witchblade n'avait pas atteint de tels chiffres. Alors les premiers Witchblade, hein, c'était plutôt 300 000 exemplaires, hein, c'est la première série de Turner, bien sûr, mais 80 000 exemplaires dans l'état actuel du marché, eh bien c'est tout simplement phénoménal. Alors évidemment, il y a des mécaniques marketing avec les variantes cover, évidemment. C'est un chiffre qui est dopé par l'attrait des collectionneurs et des variantes, mais c'est un excellent chiffre dans un monde compliqué. C'est toujours bien d'avoir des succès. On a hâte de l'avoir entre les mains. Et j'espère évidemment pouvoir mettre la main, bien sûr, sur la couverture de Campbell. J'en rêve, bien entendu. Si vous êtes parisien, sachez que en ce moment, Urban met le turbo sur ces deux séries, ces deux lancements. Urban a longtemps reposé ses deux chevilles et ses deux talons sur le succès phénoménal de Batman. Aujourd'hui, grâce à la collection Urban et grâce à l'acquisition de nouvelles licences, il se diversifie en essayant de proposer autre chose et surtout de faire grandir le lectorat, parce que Batman c'est bien, mais Batman n'intéresse que les fans de Batman et les fans de comics. Mais avec la sortie de Zorro, vous le savez, de Sean Murphy dans le grand format chez Urban, et la sortie des licences Transformers Hasbro de l'Energonverse de Robert Kirkman et Daniel Warren Johnson, eh bien c'est l'occasion peut-être de parler à un autre lectorat. Nous avons vu pour les Parisiens, eh bien ces bouquins dans tous les relais. Par exemple, si vous allez dans n'importe quelle gare, eh bien ils ont un rayon BD, souvent très court, avec des très grands classiques comme Astérix, avec les bandes dessinées un peu politiques du moment, avec le nouveau 13, le nouveau Largo Winch, avec, vous savez, ces grands succès, le dernier Lucky Luke, les grands succès de gare, et c'est très très bien qu'ils y soient. On a pu constater de ces dernières semaines l'arrivée de ces deux titres dans ces rayons, et on ne peut que se réjouir. D'abord, un, qu'il y ait des comics dans ces rayons, et que deux, eh bien ils aient été sélectionnés, les commerciaux ont très bien fait leur boulot, et les acheteurs également, que ce soit les commerciaux de MDS ou les acheteurs du groupe Hachette avec Relais, eh bien on peut que se réjouir de voir Zorro et Transformers disponibles, puisque c'est ça la clé du commerce, c'est la disponibilité. Si les comics sont en fond de rayon sur une étagère poussiéreuse et sombre dans une librairie, ils ne se vendent pas. S'ils sont mis en avant dans les librairies, ils se vendent mieux, et s'ils sont mis en avant dans des magasins où il y a un flux très important comme dans les gares, eh bien ça va marcher. Je prends l'exemple de la gare Montparnasse, dans lequel je suis très souvent. Vous trouvez ces bandes dessinées chez Relais, vous les trouvez également à la Fnac. Donc il y a plusieurs points de vente dans la même gare où vous pouvez faire l'acquisition, et plus on multiplie le nombre de points de vente et la distribution, et bien plus les chances sont présentes pour que ça marche. Cette distribution incroyable est accompagnée, vous le savez peut-être, d'une campagne de publicité Métrobus dans le métro. Et oui, de l'affichage, et c'est suffisamment rare pour le signaler, il y a eu de l'affichage pour ces bandes dessinées. Il y a eu des publicités Zorro, si vous me suivez sur Twitter X, je les ai relayées. Il y en a eu pour Transformers, ce qui veut dire que aujourd'hui nous avons des bandes dessinées qui sont disponibles, nous avons des bandes dessinées qui sont dans un nombre assez important et assez incroyable de points de vente, donc qui sont accessibles, et nous avons, pour soutenir tout cela, non seulement de la presse, peut-être que vous avez entendu ou écouté le crossover, pas blockbuster, de Frédéric Sigrist avec François Hercouet et Charlène de Urban Comics, qui nous parle de la mythologie Zorro, un podcast, vous le savez, en 10 épisodes. L'épisode numéro 6 est consacré, en 12 épisodes je crois, à Zorro. Il est absolument génial, j'ai écouté quasiment la totalité à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Donc il y a un vrai support marketing autour de cette sortie, c'est pas juste un bouquin posé sur une table de mise en avant ou livré dans un carton et mis en rayon par un libraire dépassé par le flux et ces nouveautés qui ne cessent bien entendu de venir nourrir les librairies. Non, il y a une véritable stratégie. Alors vous allez me dire, mais c'est ce qu'il faut faire de la pub, il faut faire de la distribution. C'est très compliqué sur un Batman Dark City tome 4 d'arriver à faire ça. C'est très compliqué sur un titre, un crossover Ghost Rider Wolverine. Par contre, sur du Zorro avec Sean Murphy, qui est déjà un auteur qui vend beaucoup grâce à Batman, et avec le retour de Zorro et tout le marketing qu'il y a autour de Zorro, avec ses bandes annonces de la série de
de Jean Dujardin qui cartonne sur YouTube et sur les réseaux, avec Transformers qui évidemment est bien mis en avant. Eh bien, avec ces séries-là, il peut se passer quelque chose. Donc, ce sont les bonnes séries à mettre en avant. Ça doit être un budget et un investissement et surtout un risque assez important. C'est-à-dire que si vous sortez Zorro comme ça et que vous en vendez 5 à 10 000, eh bien, c'est rentable. Mais si vous faites de la pub et que vous en vendez que 5 ou 10 000, ce n'est pas rentable. Le but, il est d'aller chercher les 20 000, 30 000, 40 000 lecteurs et peut-être faire de ce titre un succès. Donc, c'est un pari qui, on l'espère, sera payant. On suivra évidemment tout ça de très près. Nous l'avons appris, si vous êtes comme moi un followers de First Print, le podcast, vous le savez, de Comics Blog, mais surtout parce que Comics Blog appartient à Bubble. First Print, c'est indépendant. First Print a annoncé la tenue le 6 décembre, qui sera le jour de la sortie des Urban Limited, dont Batman Silence par exemple, et Watchmen, mais aussi Mad Love Joker de Bruce Timm. Eh bien, il y aura les First Print Awards avec plusieurs catégories et un jury de professionnels. Une vraie cérémonie à Paris qui sera certainement eh bien, disponible à travers différents réseaux et on le souhaite. On espère qu'il y aura un live YouTube, même si pour le moment c'est pas du tout confirmé pour des raisons techniques, mais peut-être que ces choses-là évolueront. Les First Print Awards, donc des prix qui vont être décernés à des comics. Hein. On n'est pas à Angoulême où de temps en temps, par chance, il y a un prix qui va à un comics. Non, nous allons avoir des prix qui vont être décernés à des comics avec les professionnels de la profession et avec peut-être une mise en lumière, et on sera là évidemment pour relayer tout ça parce que c'est très important. Si vous n'écoutez pas First Print, je vous invite à le faire, et si vous souhaitez en savoir plus sur ces First Print Awards, écoutez le podcast ou allez voir l'article sur Comics Blog qui en parle. Nous allons parler d'une campagne de financement participatif que je souhaite mettre en avant, qui s'appelle, je vais mettre le lien en descriptif de la vidéo, ça s'appelle The Good Asian. Je vous montre, c'est sur Ulule, regardez-moi ça. Alors j'enregistre, nous sommes à 7 600 €, soit à 102%, et je pense que ce titre peut monter bien plus haut. C'est proposé par Comics Initiative, cet éditeur engagé et absolument incroyable qui nous propose eh bien, une vingtaine de campagnes de financement participe par an avec des succès absolument fabuleux comme Foxboy bien entendu, avec Paria dont j'attends le tome 3 avec impatience, avec Abyss dont j'attends la sortie du premier tome, avec bien sûr Dessous du fabuleux Fred Bones qui arrivera je crois fin d'année, début d'année prochaine. Voilà, plein de titres que j'aime beaucoup. Il y a eu récemment un titre de Jonathan Hickman, il y a eu Backstage, je crois, Backtrack, j'ai oublié le titre, excusez-moi. Donc vous pouvez découvrir cette histoire qui a fait l'objet eh bien d'une fantastique couverture aux États-Unis, puisque c'est une histoire qui est scénarisée par un scénariste qui s'appelle Pansak Pichetshot, pardon, je vais pas y arriver, c'est un nom assez difficile à prononcer et je m'excuse de l'avoir complètement savonné et labouré. C'est un polar qui rappelle évidemment les meilleurs polars à la Brian Azzarello, Edouard Risso. C'est dessiné par un Français qui s'appelle Alexandre Tefenki et deux auteurs que je connaissais très mal, mais c'est un style absolument et diablement efficace. Donc ça s'appelle The Good Asian et il faut vraiment le suivre et le lire. C'est donc un polar dans le Chinatown des années 30 sous fond de ségrégation et de racisme envers la communauté chinoise qui est complètement opprimée. Les pages et le bouquin vont être magnifiques. C'est 10 numéros aux États-Unis parus chez Image Comics. C'est une série qui a déjà été optionnée par Hollywood pour en faire une adaptation. Et ça fait super plaisir. Et les pages que nous voyons, eh bien, sont tout simplement magnifiques. Je ne parle pas de tous les projets, et peut-être que je devrais le faire de Comics Initiative, mais celui-là mérite évidemment d'être lu. Si vous aimez ce que fait Edouard Risso, ce que vous aimez ce que font Brian Azzarello, eh bien, je vous invite à découvrir ce polar sulfureux, cette enquête absolument tonitruante et la beauté de ce récit que je vais moi-même backer, puisque j'ai très envie que ça existe et que ça marche. Nous allons évidemment le mettre en avant plus que de raison. On termine avec Hellboy 4. Alors c'est pas vraiment Hellboy 4, mais c'est le 4e film. Il y a eu 2 films par Guillermo del Toro, j'allais dire Gabriele Dell'Otto, n'importe quoi. Il y a avec Ron Perlman, il y a eu un film qui s'est pris les pieds dans le tapis en 2019, qui était un reboot avec David Harbour, l'acteur
de Stranger Things, et il y a maintenant un 4e film adapté du Crooked de Mike Mignola au scénario et du fabuleux Richard Corben au dessin, le fabuleux récit de Richard Corben enfin adapté. Ce film, il a été produit en dehors d'Hollywood, parce que y a plusieurs façons de faire des films. Quand on est américain, ou quand on veut faire un film soi-disant américain avec un cast américain en anglais avec une ambition de sortir aux États-Unis, eh bien soit c'est un film de studio, c'est-à-dire que le studio prend le risque, il finance, il produit et il distribue, donc on est quasiment sûr que le film sorte dans plusieurs milliers de salles, parce que soit le studio a son propre réseau de salles, soit il a des accords, donc le film va avoir un budget marketing, va avoir un casting, va avoir de la publicité, va avoir de la promotion, de la pub à la télé, et surtout cette distribution qui fait le succès des BD quand elles sortent en librairie, et des films quand ils sortent. Il faut une certaine combinaison de salles pour espérer sortir ça. Après, évidemment, il faut un bon buzz de la presse. Il faut énormément de paramètres pour faire en sorte qu'un film soit un succès. C'est une évidence. Beaucoup de films d'ailleurs se prennent les pieds dans le tapis parce qu'ils n'arrivent pas à combiner l'ensemble de ces choses-là. Et puis, il y a des studios qui financent des films soit avec de l'argent privé, c'est-à-dire des industriels, avec des gens qui souhaitent investir dans le cinéma, soit en prévendant les droits à l'étranger, et c'est ce que fait le cinéma français. Quand un film comme Astérix, le dernier Astérix, ou Les Trois Mousquetaires sortent, en France, ou même Miraculous, ils sortent en France en salle, mais ils sortent pas forcément toujours en salle, ils peuvent sortir sur Netflix dans d'autres pays, comme ce fut le cas de Miraculous ou Astérix, et ces films-là existent parce que l'Italie, avec un certain distributeur, préachète le film et fait un chèque de 500 000, l'Allemagne préachète le film et fait un chèque de 1 million, et avec cette somme on arrive à, admettons, 20 millions, les avances sur recettes en France, le CNC, pour des films français comme ceux que je viens de citer, les films comme Hellboy, n'ont pas droit à cela. Et en fait, c'est des films qui se financent grâce à leur prévente, la prévente à certains distributeurs. Et c'est ce qui s'est passé avec ce Hellboy qui a été financé en dehors des studios. C'est pas un gros studio qui va le sortir. D'ailleurs, on ne sait toujours pas qui va le sortir, ni aux États-Unis ni en France, parce qu'on ne connaît pas le nom. Mais la production a décidé de publier une première bande-annonce. Une première bande-annonce qui est censée exciter le public, parce qu'il y a des fans de Hellboy et que les 2 premiers films, s'ils n'ont pas été des cartons mondiaux, ont eu un petit succès, notamment sur la durée, et qu'à l'époque il y avait encore un marché très vif du DVD et du Blu-ray, qu'ils ont été revendus maintes et maintes fois sur des plateformes, donc c'est des films qui sont sur la durée largement rentables. Ces films-là, ce type de film-là, comme The Crow par exemple, qui a été produit et qui est resté quasiment 2 ans dans des tiroirs, Red Sonja, on n'a toujours pas de date de sortie, on n'a pas la moindre image, on a juste une affiche un peu bizarre, un peu mal faite, qui est sortie. Le film sortira certainement un jour, mais pour sortir, il faut soit créer de l'envie, soit qu'il se soit vendu sur le marché du film, soit qu'il y ait des promesses d'achat. Le dernier film de Coppola, Megalopolis, qui s'est fait déglinguer à Cannes, a été financé, autofinancé, puis vendu à différents distributeurs aux États-Unis, en France, en Allemagne, et donc ils ont réussi à récupérer de l'argent, puisque ce film a été totalement a priori autofinancé sur les propres deniers de Francis Ford Coppola. Il sortira dans tous les films, et même s'il marche pas, il aura quand même été prévendu, donc les sommes auront été encaissées. Pour The Crow, il a été financé en dehors des circuits, bien entendu, et donc il a été notamment distribué dans certains pays. Il va être, c'est Metropolitan Film Export en France qui va le distribuer, et il a été vendu à des distributeurs indépendants partout dans le monde, et c'est ce qui va se passer avec Hellboy. Concernant ce que nous avons vu, et peut-être que vous avez vu la première bande-annonce de ce film, c'est l'impression d'un film fan-made, d'un film de fin d'études, d'un film fauché, et surtout avec une qualité d'image proche de la vidéo, et surtout un manque de moyens évident. Un manque d'ambition. Une nouvelle fois, Hellboy semble être condamné à se prendre les pieds du tapis, et beaucoup de gens sur les réseaux sociaux se demandent pourquoi un reboot, pourquoi encore un reboot, pourquoi on n'a pas le 3e film de la trilogie Guillermo del Toro, qui a perdu les droits, vous le savez, pourquoi ce film qui manque cruellement d'enjeux, d'ambition et d'image. Alors c'est vrai que l'acteur ressemble beaucoup à Emmanuel Macron sur les images qu'on a pu voir, ce qui est très déconcertant, je vous l'accorde. Ça nous permet un peu de le voir, puisqu'on ne le voit pas beaucoup en ce moment à la télé. Ça nous donne des nouvelles de lui, on est content. Et surtout, sachez-le,
ce film pour le moment n'a pas de distributeur et pour le moment ne bénéficie pas, si en tout cas l'ambition du producteur était de créer un buzz, eh bien en tout cas les gens sont maintenant au courant que ça existe, mais c'est pas dit que les gens soient ravis. Je ne connais pas les ambitions de ce film, mais pour le moment, eh bien l'accueil est un peu tiède, si vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, je vous invite à aller voir la bande-annonce et vous faire votre propre avis. Voilà pour ce qui est de l'Actu Comics. Hein. Si vous voulez du bon Hellboy, sachez que le livre anniversaire est sorti et que c'est un livre sublimissime et que tout est disponible dans les magnifiques collections de luxe de Delcourt, qui a fait un travail merveilleux pour nous proposer tout le boulot de Mike Mignola sur Hellboy. C'est tout simplement exceptionnel. Merci à tous ceux qui regardent cette émission. Elle était très longue, mais j'ai pris un plaisir fou à la faire. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle Actu Comics. Salut!